Et donc j'y vais. Je dois y aller. Ok. Merci pour cette invitation, cette opportunité de participer à cette masterclass. Je suis Serge Vatine, fondateur de Bold, qui accompagne les startups selon un modèle économique assez singulier, qui est celui de l'abonnement illimité. Et nous accompagnons nos startups sur la partie juridique, puisque nous sommes initialement un cabinet d'avocats, la partie expertise comptable et également sur l'accélération des startups pour leur permettre de se structurer, d'avancer et de se préparer à, notamment ou particulièrement, aller lever des fonds. Pour ma part, je suis spécialiste en private equity depuis une douzaine d'années et Bold réalise une centaine de levées de fonds par an, principalement en seed, série A et au-delà également, mais même en pré-seed s'il le faut. J'ai quelques idées pour réussir une levée de fonds et je me suis fortement interrogé sur le fait de savoir si je devais y apporter une réponse strictement juridique ou au contraire une réponse un peu plus large. Et il me semble que la véritable problématique, plutôt que d'aborder les notions juridiques ou la forme juridique de la mécanique de levée de fonds, serait plutôt d'insister sur deux aspects, deux mots-clés, deux clés pour réussir sa levée. Et qui, a priori, même s'ils vont mêler des éléments juridiques, sont plutôt de l'ordre du bon sens et j'allais dire, de l'accélération ou la préparation. Les deux mots-clés, de mon point de vue, pour réussir sa levée de fonds sont la crédibilité et l'anticipation. Et je vais essayer de vous expliquer et d'insister sur cette notion de crédibilité et aussi celle d'anticipation et faire le lien entre les deux. Le fait est qu'il est aujourd'hui assez aisé de trouver du financement en France. Nos startups sont fortement accompagnées. Elles sont soutenues, elles sont plus nombreuses et les investisseurs sont également de plus en plus nombreux. La problématique, c'est que dans le monde de l'investissement, on va retrouver des investisseurs professionnels, mais également des investisseurs que je qualifierais d'amateurs, des business angels qui viennent nous aider, ou aider les projets en investissant dans ceux-ci. Des acteurs qui sont plus ou moins acculturés au process de levée de fonds. Or, la clé, en réalité, de la réussite de sa levée, je vous l'ai indiqué, c'est la question de la crédibilité. La problématique à laquelle vont se trouver confrontés les entrepreneurs, c'est que s'ils réussissent, plutôt s'ils manquent leur première étape de levée de fonds, globalement, je pourrais considérer ou je pourrais tenter d'assimiler la chose à ce serait comme être marqué au fer rouge ou marquer sa société au fer rouge et se retrouver dans l'avenir en situation plus délicate et en risquant d'obérer la capacité qu'aurait la société de continuer à croître et de grandir. Alors, je tiens tout de suite à préciser qu'en fait, la masterclass va se diviser en deux temps. On m'a donné une tablette, et alors c'est très compliqué de réussir à lire les questions qui sont posées, mais une tablette sur laquelle je reçois un certain nombre de questions, et alors il y en a beaucoup déjà, et une introduction qui est la mienne et qui est celle que je vous propose. Et donc,
je fais un premier temps de masterclass et tout le deuxième temps sera consacré à la réponse à vos questions. J'avoue que le système plus interactif me convient très très bien. Qu'est-ce que ou comment faire pour donc les deux problématiques pour renforcer la crédibilité des entrepreneurs de sorte qu'ils n'obèrent pas leur chance d'aller lever des fonds et puis surtout de continuer à croître comme je vous l'ai expliqué après la première levée. En fait, la pratique nous a montré que une levée de fonds avait plusieurs étapes. Et je vais prendre notamment, peut-être que vous la voyez derrière moi, une slide sur la timeline de la levée et qui en fait retrace le temps nécessaire pour réaliser sa levée de fonds, mais sur un terrain strictement juridique. Le terrain strictement juridique, c'est la lettre d'intention, la réalisation d'un audit, et puis la signature de documents que sont les documents corporels de la levée, donc les assemblées, puis le pacte d'associés et éventuellement ou souvent des garanties de passifs. Le problème de cette timeline, qui est la timeline que tous les avocats utilisent, et dont tous les avocats pourraient parler à leur start-upper, et qu'elle est en réalité très très incomplète. Elle est incomplète parce qu'elle enlève, ou plutôt elle ne met pas en avant l'étape la plus importante, qui est l'étape en amont, qui est celle que j'appellerais le roadshow, et qui est le vrai problème en réalité de l'entrepreneur. Comprendre une lettre d'intention, c'est pas si compliqué que ça. Nos entrepreneurs sont très acculturés et en tous les cas très sensibles à toutes ces problématiques et donc ils rentrent assez facilement dans cette compréhension. Et puis la partie plus juridique document est bien maîtrisée par les avocats en général, ne pose pas de très grandes difficultés. La problématique est que souvent les entrepreneurs vont entamer leur levée de fonds après avoir lancé leur projet pour une raison quasi unique qui est j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour recruter, j'ai besoin d'argent pour communiquer, j'ai besoin d'argent pour déployer ou augmenter ma communauté de users. J'ai besoin d'argent pour le développer ou faire appel à un prestataire extérieur. Bref, confronté à un besoin d'argent, le founder sait qu'il existe des bons moyens dans l'écosystème que sont aller organiser la levée de fonds. La problématique est que, en général, les founders, ce qui apparaît, encore une fois, et ce que montre la pratique, c'est que les founders décident d'aller lever des fonds et à ce moment-là se mettent en ordre de bataille pour aller lever ces fonds. Et donc, toute cette période que je vous indiquais, le roadshow, et qui n'apparaît pas sur la timeline que je vous propose, en fait est dédiée non seulement à aller identifier des investisseurs, mais également à se mettre en ordre de bataille pour répondre aux besoins ou aux attentes de ces investisseurs, et aller pitcher de ci, de là, aller rencontrer des gens, et donc initier les premiers contacts. Moralité, la pratique nous montre que cette période de roadshow qui n'apparaît pas dans cette timeline, et la timeline, elle, traite de quelques semaines, en fait, cette période de roadshow dure en moyenne 3 à 6 mois. 3 à 6 mois pour une start-up en seed, par exemple, qui va lever des fonds, c'est avoir 1, 2, parfois 3 fondateurs qui se défocusent intégralement de leur business, de l'opérationnel. Quand on sait à quel point le focus et l'implication est indispensable pour réussir un projet, on comprend que se défocuser pendant 6 mois est en fait un problème et crée un véritable problème potentiellement de crédibilité sur le projet, parce que il aurait suffi, et c'est ce que nous pensons chez Bold, il aurait suffi en réalité d'anticiper la chose et dès les premiers moments de structuration de la société, eh bien de veiller à se projeter sur l'avenir et anticiper les moments de levée, les moments de roadshow, et donc de connaître non seulement les besoins et d'identifier les besoins de la société, mais également
de savoir quels sont, d'identifier par exemple les investisseurs qui interviendraient sur notre secteur. De fait, on ne demande pas à un VC qui intervient principalement en SaaS de financer du hardware. C'est une perte de temps. On ne va pas voir un VC quand on n'a pas rempli certains critères et certaines attentes. Or, ces attentes peuvent être appréhendées et anticipées par l'entrepreneur. Ce que je veux, moi, vous dire dans cette masterclass, c'est exactement ça. C'est la clé de la réussite d'une levée de fonds et certainement pas la partie purement juridique, même si on va l'aborder parce que la lettre d'intention est essentielle, mais en amont, c'est anticiper, c'est connaître les critères, les KPIs, les métriques nécessaires pour représenter le bon timing ou le bon moment pour aller rencontrer un investisseur et surtout les investisseurs professionnels, notamment les VC. Et ces données existent, des personnes peuvent vous accompagner sur ce point. Et de mon point de vue, aujourd'hui, compte tenu de la facilité à laquelle avec laquelle les start-upers arrivent à trouver du financement, eh bien, cette partie, cette anticipation est absolument indispensable, est un atout, renforce la crédibilité de l'entrepreneur et fera que lorsque le roadshow s'entamera, eh bien, celui-ci sera nettement plus facile. Juste un temps avant d'aborder la partie plus juridique, mais pour bien comprendre, imaginez un start-upper partant en seed dans sa levée de fonds et dans son roadshow, passant un temps démesuré à aller pitcher, à aller rencontrer pour la première fois de potentiels investisseurs qui lui répondent pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois que c'est trop tôt, qu'il n'a pas atteint les bons KPIs, que non, ça ne relève pas de la thèse de l'investisseur et donc qu'il n'est pas le bon investisseur. Imaginez ce founder se prendre ce que j'appellerais, et je mettrai des guillemets, des claques dans la figure pendant 3 mois en étant en même temps intégralement défocusé de son business. Imaginez ou projetez-vous l'impact que cela a. Et en fait, c'est pas tant imaginer, projetez-vous sur cet impact, parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe exactement. Aujourd'hui, le défaut encore que nous rencontrons au niveau de nos startups et de fait de l'accompagnement des startups est absolument ici, c'est-à-dire que personne ne vient travailler, anticiper, renforcer la crédibilité des entrepreneurs au moment d'aller lever des fonds ou en amont de la levée de fonds, de sorte qu'ils n'y aillent et qu'ils n'aillent vers leur roadshow qu'en ayant déjà des contacts avec leurs investisseurs, qu'en ayant rempli les critères ou les attentes ou les KPIs connus pour considérer que le timing est le bon timing pour aller lever des fonds et aussi des entrepreneurs qui ayant suffisamment anticipé ne se retrouvent jamais court en termes de cash et d'argent et qui va faire que eh bien, ils pourront mener leur process de levée de façon beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine et donc beaucoup plus crédible auprès de tous leurs interlocuteurs. Parce que la clé pour réussir la levée, c'est l'anticipation, comme je vous l'indique, ou comme je vous l'ai indiqué, et la crédibilité, mais c'est aussi le fait de ne pas être pris à la gorge, de ne pas être pris au collier en termes de financement. La catastrophe aussi est de voir des startups, beaucoup trop d'ailleurs, aller entrer en process de levée de fonds en ayant 4 mois de run devant elles, 5 mois de run devant elles, parce que en manquant d'argent, on manque d'oxygène. En manquant d'oxygène, quand on va se retrouver devant des investisseurs et qu'on va vouloir négocier, eh bien en fait, et qu'il va falloir négocier, eh bien en fait on ne pourra rien négocier. On ne pourra rien négocier pour une raison très simple. Si je n'ai plus d'argent et que je dois impérativement avoir cet argent immédiatement, eh bien la première personne qui va me proposer cet argent, je vais la prendre et j'aurai une peur bleue de la perdre comme investisseur parce que sinon je n'ai plus d'argent. Et donc mon projet va péricliter, ou en tout cas je m'imagine que mon projet péricliterait, et je vais prendre n'importe quel investisseur, ou en tous les cas je ne choisirai pas véritablement mon investisseur, et surtout je n'irai pas négocier les conditions
que me proposera mon investisseur, de sorte que si, certes, j'obtiens la respiration nécessaire pour continuer et pour poursuivre mon aventure, ben parfois, j'ai signé des conditions qui obéreront ma faculté d'aller lever des fonds demain. Or, une start-up et la timeline de vie, cette fois-ci, de la start-up, fait qu'on sait que si on lève des fonds en pré-seed ou en seed, eh bien, il reste souvent 1, 2, 3 autres tours à réaliser avant potentiellement un exit, ou en tous les cas, avant que la société, ou après que la société, de sorte que la société ait pu largement scaler. Et donc, la crédibilité dont je vous parlais, l'anticipation conduisent à considérer que la start-up doit se préparer, donc anticiper fortement son roadshow, puis et donc aller se lancer en process de levée de fonds. Ça permet de réduire le temps du roadshow, ça permet surtout de le mener beaucoup plus positivement et de permettre à la société d'arriver, les founders d'arriver en position, si ce n'est pas en position de force, à tout le moins c'est une position équilibrée vis-à-vis des investisseurs. Or c'est de l'intérêt de tout le monde que la négociation se fasse de façon équilibrée. C'est d'ailleurs ce qui se fait traditionnellement en matière dans le business. En général, on négocie les contrats de façon équilibrée. Et pourquoi irions-nous chercher au lever des fonds de façon déséquilibrée? Il faut éviter ce point. Et donc éviter d'être faible à ce niveau-là, rester crédible. Et rester crédible, c'est de pouvoir donc aller négocier de quasi égal à égal avec les investisseurs, avec les VC, de sorte que la société ait la possibilité de poursuivre son aventure et puisse aller sereinement lever des fonds tout en étant toujours aussi crédible lors des tours suivants. Pour revenir sur un terrain plus juridique, vous le voyez sur la timeline, j'ai mis comme premier point la problématique de la négociation de la lettre d'intention. Cette lettre d'intention est, de mon point de vue, le moment clé de la levée de fonds, et ça tombe bien, c'est aussi du point de vue des investisseurs, le moment clé de la levée et du process de levée. Pourquoi le moment clé? Parce que, de nouveau, si je suis un start-upper qui n'a pas totalement anticipé et qui arrive lors de son roadshow enfin à avoir une lettre d'intention et commencer à discuter avec un investisseur, soit en situation de faiblesse, soit court en matière de cash, et devant clore au plus vite la levée de fonds, eh bien, le start-upper va avoir tendance à négliger cet aspect lettre d'intention, se contenter de la satisfaction d'obtenir la lettre, et signer cette lettre d'intention de sorte de ne pas négocier à ce stade et renvoyer potentiellement les négociations à des moments futurs comme le moment du pacte d'associés. Or, on ne fait pas cette erreur. Cette erreur est majeure. Quand on se pose la question de comment réussir sa levée de fonds, eh bien l'autre clé, à part l'anticipation et la crédibilité, l'autre clé, c'est de négocier au stade de la lettre d'intention et ne jamais négocier après. Une bonne levée de fonds se passe au moment de la lettre d'intention. D'abord, on essaye d'en avoir plusieurs, on met en concurrence les investisseurs si on peut le faire, et puis on négocie. Tout ce qui se négocie au stade de la levée de fonds est audible, accessible, autorisé, dès lors qu'on négocie ce qui est non market practice et pas ce qui est market practice. Et donc, l'objectif, c'est à ce stade, on vient la questionner, on comprend les conditions que le fonds nous propose, et la négociation de la levée se fait à ce moment-là sur la dilution, sur je passe un peu sur la dilution, donc la valorisation, sur le rôle que va avoir l'investisseur dans la société et dans la gouvernance de la société, potentiellement sur les règles de transfert des actions, et aussi sur la problématique et la question des engagements des fondateurs, mais je suis certain que j'aurai à en reparler sur la partie question. Mais
ce que je vous dis, c'est qu'il est absolument indispensable de négocier sa levée de fonds pour y ôter des choses qui seraient absolument inadmissibles et non market practice, qui encore une fois nous marqueraient au fer rouge et viendraient nous rendre les levées futures beaucoup plus complexes. Des conditions, mettons, qui pourraient être demandées par parfois, et on le voit malheureusement encore, des business angels qui exigeraient des clauses par exemple des paris passus qui feraient qu'un investisseur qui viendrait mettre de l'argent lors d'un premier tour exigerait ou aurait la possibilité de bénéficier des droits identiques à ceux que l'on viendrait accorder à d'autres investisseurs qui rentreraient dans des conditions bien différentes et sur des valorisations beaucoup plus élevées. Ce serait inaudible et viendrait empêcher toute possibilité de lever. C'est un des exemples que je vous donne. Et avant de passer aux questions, parce qu'il y en a beaucoup, j'insiste sur ce dernier point. Réussir sa levée, c'est aussi négocier sa lettre d'intention, absolument. Un start-upper qui ne négocie pas au stade de la lettre d'intention et qui laisse des pans de négociation, des incertitudes qui doivent être ou qui seraient appréhendées ou répondues au stade du pacte d'associés, quelques semaines plus tard, n'est plus en mesure de négocier, n'est plus en mesure, alors que l'argent est prêt, le financement est quasi là, puisqu'il ne reste plus qu'à signer le pacte d'associés pour que l'argent arrive. Eh bien, l'entrepreneur, souvent, n'est plus en situation... Le déséquilibre réapparaît avec l'investisseur. Donc, tant que nous n'avons pas signé la lettre d'intention, la négociation est facile, ou en tous les cas, elle est naturelle et normale, et la négociation se fait. Une fois que la lettre d'intention est signée, si elle comporte des incertitudes et des imprécisions, on se retrouve à négocier en faiblesse au stade du pacte d'associés, et c'est catastrophique pour l'entrepreneur. Je termine et je récapitule. Réussir sa levée de fonds, c'est 1. Anticiper, 2. Être toujours crédible face à ses interlocuteurs, et ça c'est le rôle des accompagnateurs, le rôle des conseillers de permettre à l'entrepreneur de renforcer sa crédibilité, et troisièmement, négocier les lettres d'intention qui sont déterminantes. Voilà le point général que je proposais, et je suggère que je passe à la réponse aux questions qui, je vous l'avoue, sont extrêmement nombreuses. Je ne m'attendais pas à avoir autant de questions. Je passe donc aux questions. Alors. Oui, oui. Alors, j'ai un bonjour. Ok. Alors j'ai une première question, je les prends au fur et à mesure. Tac. Donc, on me demande, avez-vous des conseils dans le cadre d'une création de société? Nous avons besoin de fonds pour commencer notre entreprise. Notre apport personnel ne suffit pas. Combien de temps faut-il calculer entre le pitch auprès des banques et des investisseurs sur le compte? Alors très rapidement, c'est quand même très difficile d'aller lever des fonds quand on est au stade même de la création de la société. Maintenant, au-delà de lever des fonds, il existe des mécaniques alternatives qui sont extrêmement efficaces. Et donc, mon plus grand conseil, c'est d'aller voir vos proches, vos amis, des gens que vous pourriez connaître qui ont un petit peu d'argent, et les faire rentrer non pas en augmentation de capital, levée de fonds, mais plutôt en mode alternatif, en mécanique alternative, comme les BSAR, qui sont le safe de Y Combinator à la française. Et voilà mon principal conseil. N'allez pas augmenter votre capital alors que il n'y a pas vous n'avez pas de métriques encore. Vous parlez beaucoup des startups en recherche de seed, mais vos conseils s'appliquent-ils à une PME en série A? Alors d'abord, je ne pense pas qu'une PME soit en série A, mais à une start-up en série A, absolument. Les règles sont les mêmes. Le principe pour moi, c'est tout au fil de la vie de la start-up, et vous le savez d'autant plus que
lorsque vous créez votre entreprise, vous passez votre temps à tenter d'être crédible et face à tous vos interlocuteurs. Et donc, de fait, anticiper, c'est le propre même d'une boîte. Être crédible, c'est la quête constante des entrepreneurs. Et négocier en situation d'équilibre et non pas en situation de faiblesse, c'est évidemment le propre même d'un entrepreneur. Donc absolument, les conseils donnés s'appliquent, que ce soit au stade du seed, du pré-seed et de la série A, et même de mon point de vue au-delà. J'insiste sur la question de la crédibilité parce que j'ai peut-être pas été clair tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que dans des négociations avec des investisseurs, parfois certains nous proposent des conditions qui ne sont pas nécessairement market practice, ont des exigences qui leur sont propres. Ces exigences propres peuvent avoir des impacts très négatifs et vous affaiblir lors des tours suivants. Et donc, de fait, le conseil que je donne au niveau du seed, parce que je prenais l'exemple du seed, d'aller négocier de façon équilibrée et négocier en exigeant que dans la lettre d'intention, tout soit globalement market practice. Et aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est être market practice. Vaut aussi bien pour la série A que pour les séries suivantes. Et donc, que ce soit en termes de crédibilité ou de principe de levée et de négociation, oui, cela vaut dans les deux cas. Hop. Alors, je suis un petit peu ennuyé avec mon... Ça y est, je récupère mes questions. Bonjour, j'ai de gros problèmes de... Non, ça va pas aller. On me demande qu'est-ce qu'on fait pour anticiper, pour être crédible. On fait quoi? Alors, je vais tenter sans me répéter, de rappeler. D'abord, on va voir des gens qui savent, qui connaissent, qui peuvent vous accompagner. Et j'ai tout à fait conscience que c'est parfois assez cher d'aller voir ces conseils. Sans vouloir parler d'une des raisons pour lesquelles chez Bold on a changé de modèle économique. On s'est dit que l'objectif était quand même largement d'accompagner et de donner la possibilité à toute start-up de bénéficier de ce type de conseils, et donc on est passé à l'abonnement pour l'abonnement illimité pour cela. Le fait est qu'on va voir des gens qui connaissent l'écosystème, qui connaissent les acteurs, qui ont des liens avec les investisseurs, qui connaissent les pratiques. Et c'est la première clé et c'est le premier conseil que je vous donnerai. Ça permet d'anticiper parce qu'on connaît les étapes, parce qu'on sait comment les choses vont se passer. Et donc la levée, ça se prépare en amont et ça se prépare très tôt. On structure sa boîte, on veille à par exemple, pour être crédible et anticiper, on veille à ce que la propriété intellectuelle soit dans la société. Ça, c'est du basique. On veille à créer une société selon un mode et une structuration selon un mode market practice, c'est-à-dire qu'on s'associe, on évite d'être un solo entrepreneur et on s'associe de façon très équilibrée. Comment les éléments de crédibilité que je vous donne, il me semble, je le dis, que anticiper permet d'être crédible, se structurer permet d'être crédible, et ne pas être court en besoin de cash permet d'être crédible. Devenir crédible, c'est aussi, par exemple, comprendre qu'il ne nous reste que quelques mois de run et d'aller voir des investisseurs déjà présents dans la cap table en leur demandant de remettre un petit peu au pot pour nous permettre de nous donner une respiration, d'aller faire un BSAR auprès de quelques personnes pour obtenir le financement à un plus petit niveau nécessaire pour mener son roadshow normalement et mener son roadshow de façon sereine. Que me pose-t-on encore comme question ? Comment je finance le démarrage de mon projet sans lever de fonds ? Avec des investisseurs, je vous ai répondu, je vous ai dit les solutions alternatives, le BSAR marche très bien, ou aller lever un petit peu d'argent en Friends and Family avec des proches, s'il le faut, s'il n'y a pas d'autres possibilités, si les gens veulent optimiser fiscalement.
il va vous falloir faire une petite augmentation de capital avec ses proches. Voilà, veillez simplement à ce que la dilution ne soit pas catastrophique. Qu'est-ce qu'être crédible? C'est aussi arriver devant vos VC en seed en ayant une table de capitalisation équilibrée. C'est-à-dire répartie correctement entre les fondateurs, les opérationnels de la société, et aussi sans avoir subi des dilutions beaucoup trop importantes en amont. Lorsque on va lever auprès des Friends and Family, la problématique de nos friends, c'est pas de savoir combien de pourcents ils vont avoir dans le projet normalement, c'est de nous montrer qu'ils nous aiment. Et donc on n'ouvre pas 20% du capital en Friends and Family. Quand on fait un tour de seed réussi tourne autour de 20%. Parfois un tout petit peu plus, parfois lorsque le projet est extraordinaire un peu moins, mais ça tourne autour de cela. Des tours au cours desquels on ouvre 30% du capital, c'est un indice de faiblesse et, pour les tours suivants et d'avoir perdu une partie de sa crédibilité. Sur quoi cette négociation et le fond du term sheet doit-elle porter en priorité selon vous? Alors, c'est une très bonne question. Je l'ai évoqué. Alors, je suis désolé, j'ai enlevé la presse. J'ai fait l'erreur de l'enlever, donc ne m'en voulez pas. Mais les points indispensables à aborder sont toujours les mêmes. Les points indispensables, c'est la valorisation de la société. Et encore une fois, puisque vous pouvez faire le lien avec ce que je dis juste auparavant sur la dilution, et donc on tourne plutôt en seed, et je prends seed parce que c'est les premiers tours, et en série A c'est globalement pareil, et puis après ça baisse de nouveau parce que la valorisation de la société sera de plus en plus élevée. Et l'argent coûte de fait beaucoup plus cher pour les investisseurs au fur et à mesure. Mais au stade du seed et de la série A, la valorisation, on ouvre son capital à hauteur de 20%. Le deuxième point à discuter, c'est la gouvernance. Quelle place, qu'est-ce que va vous apporter votre VC? Un VC n'est pas simplement quelqu'un qui vous met de l'argent, contrairement d'ailleurs au business angel. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il faut expliquer au business angel quand ceux-ci vous demandent des droits que vous considérerez astronomiques ou exorbitants, ou en tous les cas peu market practice. Un BA, c'est pas un VC. Les VC vont vous ouvrir des portes. Les VC vont vous aider à déployer votre activité. Les VC vont vous challenger lors des boards. C'est le rôle du VC. Parfois, le VC demande, au stade du board, donc la question de la gouvernance de la société, deuxième point extrêmement important à négocier. Parfois les VC vont, et souvent d'ailleurs on peut le dire, les VC vont demander des droits de veto. En fait, ils investissent chez vous sans savoir exactement comment vous gérez et si vous êtes véritablement un entrepreneur très mature ou un entrepreneur très crédible. Ils pensent que vous êtes crédible puisque vous les avez convaincus. Ils vont prendre des droits de veto pour s'assurer de l'utilisation des fonds et que les fonds utilisés soient bien dédiés à ce qui a été envisagé au moment de l'investissement ou figure dans un business, dans le budget prévisionnel de la société. Et donc vont se réserver des droits de veto sur des engagements financiers trop importants ou très importants, ou sur le risque de voir un des assets de la société, un actif fort, une marque, un soft, être cédé, vendu et qui viendrait appauvrir la société. Ils veulent pouvoir avoir un droit de regard là-dessus. Le troisième point sur lequel il va falloir, on peut discuter, c'est aussi la question du transfert des actions. Quelles sont les règles de majorité, par exemple, si une offre de rachat de la société intervient? Est-ce que je dois demander l'autorisation de mon fonds d'investissement ou d'un VC, alors que je vous ai expliqué que le VC entrait raisonnablement lors d'un tour à hauteur de 20%? Est-ce que son accord est requis pour pouvoir décider de vendre la société ou pas? C'est un enjeu important. Et la réponse va dépendre aussi de la nature de votre VC ou de qui est votre VC, quel est lui-même son historique, comment lui-même se comporte aux côtés des sociétés de son portefeuille. Renseignez-vous sur le portefeuille des boîtes. Anticipez, c'est ça d'ailleurs aussi. Lorsque un VC, on est en lien avec un VC, eh bien on va s'intéresser à qui il est. On va d'autant plus s'intéresser que, comme je vous l'ai indiqué, le VC a un rôle à jouer dans le cadre de la gouvernance, pas dans le cadre de la prise de décision. Mais au moins dans le challenge s'agissant de la stratégie de la société. Et donc, c'est important de se renseigner.
Donc le troisième point, c'est, comme je vous l'ai dit, le transfert des actions. Quel est le lock-up, combien de temps les founders ne pourront-ils pas disposer de leurs actions ou revendre leurs actions? Ces points doivent évidemment se négocier. Faut-il une clause de respiration? Est-ce qu'on peut admettre qu'un petit volant d'actions des founders puisse être cédé dans l'hypothèse où ils auraient besoin, je ne sais pas, de faire un investissement immobilier ou d'engager ou parce qu'ils ont un besoin de cash. Au passage, ça c'est un point très très sensible et problématique. C'est-à-dire, j'en parle comme ça, mais c'est un point vraiment très problématique. On parlait de crédibilité. C'est souvent pas très crédible d'aller voir son investisseur et d'expliquer qu'on veut pouvoir revendre une partie de ses actions. Donc il faut être. C'est un point qui est très touchy. Le quatrième volet est extrêmement important à négocier dans la term sheet. C'est la question des engagements des fondateurs. Ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, parce que c'est le point clé de la levée. Et pourquoi un point clé? Parce que d'abord, les choses sont market practice. J'insiste. Les choses sont incontestablement market practice. Un VC ne rentre dans aucune start-up et n'investit dans aucune start-up si les entrepreneurs ne sont pas capables de prendre au moins 3 types d'engagements déterminants. Le premier, c'est d'être impliqué dans le projet. Et souvent, cette implication est une implication en exclusivité. N'allez pas voir un VC en travaillant sur votre projet de façon très accessoire par rapport à un autre projet, que ce soit un projet d'études, un autre projet professionnel. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Un investisseur digne de ce nom entre dans votre société parce que vous y êtes impliqué, vous allez prendre la barre et vous n'allez pas lâcher la barre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il accepte que la dilution ne soit pas si importante, parce qu'il veut que vous demeuriez en contrôle de la société. C'est important pour votre investisseur que vous ayez assez d'actions, que vous soyez toujours intéressé, afin que vous restiez impliqué dans la société et continuez à avancer. Et puis, rappelez-vous que l'investisseur parie sur vous. Donc, parions sur vous, imaginez que vous ne soyez pas ou que vous lui annonciez que vous n'êtes pas totalement impliqué, aurait un effet totalement désastreux. Ce qui est market practice, c'est donc de s'impliquer et d'être opérationnel et de s'impliquer de mon point de vue en tous les cas, en quasi-exclusivité. Le deuxième engagement indispensable, c'est une sorte d'engagement moral de loyauté. C'est je demeure dans la société et je ne fais pas concurrence à la société. Je ne fais pas concurrence pendant et je ne fais pas concurrence après, même si je suis sorti et finalement je ne suis plus opérationnel dans la société, je ne fais pas concurrence, c'est un principe, à la société. C'est de la loyauté, c'est basique, mais autant le rappeler. Le troisième principe, c'est qu'un investisseur ne rentre pas dans une société dans laquelle les fondateurs ne se sont pas engagés à apporter l'intégralité de la propriété intellectuelle qui est développée. De fait, c'est l'asset de la boîte, c'est un actif essentiel. Ça n'est pas possible de croire qu'un VC ne veillerait pas à ce que la propriété intellectuelle actuelle, il le verra dans le cadre des due diligence, soit appartienne à la société, mais également celle que l'on déploiera ou développera au fur et à mesure du projet. Et donc, l'apport de la propriété intellectuelle est indispensable et la cession à la société est indispensable. Ça, ce sont 3 points market practice. Il n'y a même pas à discuter ces points. Un entrepreneur qui viendrait lors de la term sheet, au stade de la term sheet, discuter avec son investisseur de ces points-là, mais se mettrait en grande situation de faiblesse et perdrait toute crédibilité. Une fois qu'on a posé ces points, il y a aussi l'encadrement de ces obligations qui est market practice. Une société ne peut un projet ne peut continuer à avancer qu'à partir du moment où la table de capitalisation n'est pas en péril, à partir du moment où les choses ne sont pas ébranlées et à partir du moment où le projet est constamment protégé. Comment on protège un projet? Eh bien, on veille à mettre des clauses de lever
dans l'hypothèse où, parce que ça arrive, des founders finiraient par ne plus s'entendre, finiraient par s'accrocher, finiraient par se désaligner, ne plus partager les valeurs qui étaient les valeurs basiques et les valeurs communes initiales qui permettent au projet d'être mené. Ces clauses de lever sont absolument market practice. Market practice également, le fait qu'il y ait un vesting, c'est-à-dire que en fait, la clause de lever va s'appliquer de façon évolutive. Il est évident que si je démissionne d'un projet, ça n'est pas la même chose si je démissionne 3 jours après la levée de fonds, 5 mois après la levée de fonds ou 3 ans après la levée de fonds réalisée. Et donc, il va y avoir un système de progressivité et je vais soit conserver un certain nombre d'actions plus ou moins importants en fonction du temps que j'aurai fait dans la société, soit au contraire revendre mes actions parce que je serai tenu à une promesse de revente de mes actions si mes associés le demandent pour un prix par action qui va fluctuer en fonction du temps que j'aurai passé dans la société ou de la raison pour laquelle je pars. Je suis malade, ça n'est pas la même que si je démissionne et ça n'est pas la même que si je vole dans la caisse de la société. Et ça n'est pas être suspicieux que d'aborder ces points-là. Et c'est pour ça que je vous conseille de les négocier de façon importante, mais intelligemment. Encore une fois, je vous ai dit que c'était market practice, donc si c'est market practice, il faut les accepter. Ce qu'il ne faut pas accepter, c'est par exemple des clauses qui diraient que les bénéficiaires des actions d'un founder qui serait lever, donc qui partirait, qui devrait rendre ses actions, seraient les investisseurs. Ben non. Ça, c'est absolument pas market practice, ça, faut le négocier. On sait très bien que lorsqu'un founder sort, ce founder doit être remplacé. Et donc, avoir un volant d'actions, récupérer ses actions pour pouvoir les donner à un nouveau venu dans la société ou à quelqu'un qui s'engagerait de nouveau et qui s'impliquerait à plein temps est beaucoup plus important que de pseudo-indemniser des investisseurs parce que si un founder part, ça leur causerait un préjudice. Ça ne marche pas comme ça. Et donc ces points-là doivent être vus et doivent être travaillés. Accepter les clauses de lever, mais les encadrer pour qu'elles soient décentes, réalistes et acceptables. Et se rappeler aussi que quand on est en seed, eh bien, il y aura d'autres séries, et en général tous les 18 mois. Et tous les 18 mois, eh bien, les clauses de lever seront renouvelées. Et donc, ça n'est pas parce que j'aurais fait 3 années ou déjà 2 années avec un premier investisseur, un premier VC, et je me suis engagé à être opérationnel et demeurer dans la boîte pendant ces 24 premiers mois, que je ne vais pas devoir, lors d'un prochain tour, me réengager de nouveau sur 3 années, par exemple, souvent, parfois 4 d'ailleurs, à demeurer dans la société. Peut-être qu'il y a une négociation à ce moment-là à faire sur une sorte de sécurisation d'une partie des actions parce qu'on a fait un certain temps dans la boîte. Tout s'apprécie en fonction des circonstances et peut se négocier. Mais j'insiste, ce que je négocie au niveau de la lettre d'intention va se répercuter dans le pacte d'associés, mais ce que je ne négocie pas dans la lettre d'intention ne sera pas repris dans le pacte d'associés. Et donc, c'est pour ça que c'est déterminant de négocier au stade du pacte d'associés. Je vais avancer sur les questions parce que je vois qu'il me reste à peu près 2 minutes. Je prends donc une dernière question. Julien me demande si, il me rappelle, mais j'ai plus ou moins répondu, pour le démarrage de la société, vous optez pour des moyens de financement des moyens qui ne seraient pas des levées de fonds avec des BA et des VC. Avec des VC, c'est sûr. Avec des BA, peut-être pas, parce que je disais, Julien, qu'il existait des solutions alternatives de levée. Je vous déconseille d'aller faire une augmentation de capital, d'engager les frais de celle-ci, d'avoir un pacte d'associés à négocier avec vos différents business angels qui viendraient vous mettre des petits tickets. Le mieux serait de pratiquer ce que l'on a, la mécanique alternative du BSAR que j'ai évoqué précédemment et que tout conseil qui a l'habitude d'accompagner des startups maîtrise aujourd'hui. J'ai perdu mes questions. J'ai perdu de nouveau mes questions. Que vous dire pour conclure? Il me reste 1 minute. Vous dire que les startups de 2021 sont dans une situation très positive parce que le financement en France est de fait rendu plus facile.
La BPI fait un job merveilleux et c'est pas parce que je suis aujourd'hui dans un event BPI que je le dis. Rappelez-vous quand vous levez des fonds que la BPI peut abonder en renforçant vos capitaux propres ou en tenant compte du renforcement des capitaux propres que vous avez opéré. Un petit conseil d'ailleurs à ce sujet sur la BPI, lorsque vous allez en roadshow, n'attendez pas d'avoir une LOI, une lettre d'intention et commencer à la discuter pour aller prendre vos contacts avec la BPI. Allez dès le début du roadshow. Nouer des liens avec votre conseiller afin qu'il sache que vous viendrez le voir au moment de la levée de fonds, afin qu'il abonde. Merci beaucoup et j'ai eu plaisir, même si c'est pas un exercice simple, à parler avec vous, en tous les cas à faire cette masterclass. Désolé si c'est resté parfois un petit peu abstrait, mais 1 heure pour parler de tout cela est clairement compliqué. Merci beaucoup.